On va enchaîner avec Alexandre. Vous voulez tout savoir sur l'acide tranexamique, vous allez le savoir. Merci Alexandre. Merci Delphine. Je vais essayer donc de faire un panorama pour balayer les indications bonnes ou moins bonnes de l'acide tranexamique en périopératoire, et puis on fera quelques excursions en dehors de la chirurgie. Et puis je vais essayer de refaire un peu le point aussi sur les dernières données quant à la sécurité de ce médicament. Alors l'acide tranexamique, c'est une vieille histoire, hein. Le médicament, en fait, c'est 60 ans cette année. Il a été découvert par un couple de scientifiques japonais. Et il a fallu bien des années et bien des études pour qu'il accède, il y a un petit peu moins de 10 ans, au statut de médicament essentiel reconnu par l'OMS. Tout d'abord, en contexte chirurgical, on sait maintenant que l'acide tranexamique permet, d'autant plus s'il est administré en préventif, de réduire les pertes sanguines chirurgicales, et ce, quelle que soit la chirurgie. Évidemment, la plupart des données reposent sur la chirurgie cardiaque et l'orthopédie, mais ça marche également en urologie, en ORL, en gynécologie. Et cette méta-analyse montrait que, à peu près dans tous les contextes chirurgicaux, on réduit le volume de saignement d'environ 30%. Et pour peu que la chirurgie soit franchement hémorragique, de façon attendue, on peut donc réduire la transfusion et même parfois la mortalité. C'est donc recommandé par les sociétés savantes et notamment la Société européenne d'anesthésie. En traumatologie, donc on en reste bien souvent à cette étude CRASH 2 qui avait montré chez plus de 20 000 patients dans le monde entier que l'administration d'acide tranexamique permettait de réduire la mortalité et notamment le nombre de décès par hémorragie. C'est assez rare d'avoir des essais positifs sur la mortalité pour le souligner. On remarquera que l'effet peut paraître modeste, on diminue de 1 ou 2% maximum la mortalité en comparaison à un placebo. Ceci est également valable en obstétrique, puisque l'essai Woman, selon un design proche de l'étude CRASH 2, c'est-à-dire un grand essai international chez plus de 20 000 parturientes, avait montré que l'administration d'1 gramme d'acide tranexamique, éventuellement à renouveler, permettait de diminuer la mortalité par hémorragie et la nécessité de laparotomie d'hémostase. Et quand bien même le critère principal de l'étude était composite, mortalité ou hystérectomie, et que l'essai était en fait négatif, on retient quand même bien souvent l'intérêt démontré de ce produit dans cette indication. Ces deux études ont bien mis l'accent également sur l'importance du délai d'administration entre l'hémorragie et la première dose d'acide tranexamique. Et il faudra bien se souvenir que plus l'on administre tôt l'acide tranexamique en situation hémorragique, plus on observe les effets bénéfiques, plus on administre tard, notamment au-delà de 3 heures. À ce moment-là, on observe plutôt les effets néfastes, thrombotiques, voire même une surmortalité dans certaines études. On reproche souvent à CRASH 2 de ne pas s'appliquer à d'autres contextes, à d'autres systèmes de santé, notamment dans les pays riches. Et on a maintenant plusieurs études comme celle-ci, une étude américaine en traumatologie qui avait pu montrer l'intérêt de l'acide tranexamique en traumatologie sévère. Ici, les patients recevaient 1 gramme ou un placebo si ils étaient hypotendus ou tachycardes. Et l'étude montrait que l'efficacité de l'acide tranexamique sur la mortalité était absolument conservée dans ce contexte, d'autant qu'il était administré très précocement, voire même ultra précocement, dans l'heure qui suivait le traumatisme, et que l'effet était important, voire spectaculaire, si les patients étaient en état de choc sévère avec une tension artérielle inférieure à 7 à la prise en charge. Et là encore, même si certains ont critiqué le fait que l'essai était négatif sur la mortalité, il faut bien se rappeler que si l'on veut montrer une réduction de la mortalité avec l'acide tranexamique, il faut un nombre très grand de patients, et qu'en réalité, la magnitude de l'effet qu'observaient les auteurs était tout à fait comparable à ce qu'on observait dans CRASH 2. Alors il y a tout de même des situations où l'acide tranexamique n'est pas la panacée. On a notamment 2 contextes où l'on peut de plus en plus affirmer qu'il ne faut pas le faire.
Tout d'abord, l'hémorragie cérébrale spontanée avec un essai anglais, Teach 2, qui avait montré que chez des patients plutôt d'unité neurovasculaire, c'est-à-dire de l'hématome profond, de l'hypertendu, l'administration d'acide tranexamique, selon le protocole CRASH 2, 1 g plus 1 g, ne modifie absolument pas le statut fonctionnel à 3 mois, évalué par l'échelle de Rankin. Et puis ailleurs, d'autres ont pu observer dans l'hémorragie digestive, et essentiellement de l'hémorragie digestive haute, que l'acide tranexamique, à forte dose cette fois-ci, 4 grammes sur 24 heures, ne modifiait pas du tout l'incidence des décès par hémorragie et même augmentait l'incidence des thromboses veineuses profondes, des embolies pulmonaires et des convulsions. Alors on critiquera 2 points tout de même sur cette étude HALT-IT. Premièrement, le fait que les doses étaient plus importantes que ce à quoi on était habitué jusque-là. Et puis deuxièmement, le fait que plus de 80% des patients recevaient leur première dose d'acide tranexamique plus de 8 heures après le début de l'hémorragie. En termes de safety, enfin, on avait énormément de données sur l'utilisation préventive de l'acide tranexamique en chirurgie. Depuis l'année dernière, on a une méta-analyse sur l'indication curative face à un saignement. Et les auteurs de cette méta-analyse avaient retrouvé chez plus de 100 000 patients finalement des données très rassurantes sur l'incidence des thromboses lorsque l'on utilise l'acide tranexamique, pas plus de thromboses chez les patients qui en ont reçu. Ceci étant valable que ce soit de la traumatologie, de l'obstétrique, de la chirurgie cardiaque, orthopédique et même l'hémorragie digestive, avec des données relativement robustes, assez peu d'hétérogénéité entre les études. On notera quand même 2 bémols. Premièrement, le fait qu'on observe davantage d'ischémie cérébrale dans les études qui se sont intéressées à l'hémorragie intracrânienne. Et puis, on a observé davantage de thromboses veineuses en cas d'hémorragie digestive. Et finalement, c'est probablement pas tellement un problème puisque ce sont les 2 indications où le bénéfice propre de l'acide tranexamique n'est pas démontré. Donc autant finalement ne pas en faire dans ces indications-là. Et enfin, quant au risque de convulsion, eh bien, les données concordent pour dire que celui-ci est dose dépendant et qu'il survient notamment lorsque l'on dépasse la dose, on va dire, à considérer peut-être comme maximale de 2 grammes par jour, confèrent notamment les données de l'étude HALT-IT et puis également beaucoup d'études en chirurgie cardiaque où l'on a montré cet effet dose dépendant sur les convulsions. Pour conclure, du coup, je dirais qu'il y a vraiment des indications très bien validées avec des essais de grande ampleur qui sont donc la chirurgie hémorragique, l'hémorragie du polytraumatisé et l'hémorragie du postpartum. On a vu qu'il n'y avait pas ou très peu d'intérêt dans l'hémorragie cérébrale spontanée. Dans l'hémorragie digestive, il y a peut-être des sous-groupes de patients qui peuvent bénéficier de l'acide tranexamique, mais ça reste encore à étudier. Pour la dose, je crois qu'il faut faire simple. Vous nous avez bien montré dans les précédents topos qu'on a beaucoup de choses à faire et à anticiper. Et donc, retenons des choses simples. 1 gramme en cas de saignement, éventuellement à renouveler si celui-ci persiste. Et puis, il ne faudra pas oublier que notre obsession doit rester la réalisation du geste d'hémostase, puisque l'acide tranexamique, certes, est une très bonne thérapeutique auxiliaire, mais ce n'est pas ça qui va arrêter le saignement. Et c'est là où il faut travailler avec les chirurgiens, les radiologues et les endoscopistes pour aller le plus vite possible à l'arrêt du saignement. Je vous remercie. Merci Alexandre. Donc on a compris l'utilisation large avec des posologies de 1 gramme dans la plupart des circonstances. Là aussi, anticiper, c'est-à-dire faire le plus tôt possible pour le traumatiser vraiment dans la première heure et en préopératoire avant l'incision, ce bolus permet de diminuer le saignement. Marie-Pierre a dit tout à l'heure, quand ça saigne, après le bolus de 1 gramme, on peut refaire 1 gramme toutes les 4 heures. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu proposes plutôt d'introduire après un bolus le 1 gramme sur 8 heures, sur 4 heures en seringue électrique, ou qu'est-ce que tu conseilles? Ouais. Si on regarde les études plutôt de pharmacologie, je suis tout à fait d'accord avec Marie-Pierre, puisque il y a plusieurs équipes qui ont montré que quand on fait cette dose bolus d'1 gramme, on inhibe la fibrinolyse pendant justement à peu près 4 heures. C'est un peu variable en fonction du poids des patients et de leur fonction rénale. Mais globalement, ça me semble un très bon repère. Et donc, je pense qu'à l'heure actuelle, avant, on faisait toujours le protocole de CRASH 2 parce que c'était celui qui était le plus reconnu dans la littérature.
Maintenant, on sait que 1 gramme suffit dans l'immense majorité des cas, et c'est au bout des 3-4 heures, justement, je pense qu'on se repose la question, et si on n'a toujours pas réglé la situation, qu'on sait qu'il y a toujours un saignement actif, dans ce cas-là, refaire 1 gramme me paraît tout à fait satisfaisant. Et je garderai les indications d'administration prolongée, type pouce-seringue ou autre, peut-être plus pour la chirurgie, où on a le temps de réfléchir bien en amont pour tel type de chirurgie, hépatique ou cardiaque. Est-ce qu'il faut faire une dose d'entretien? Ça, c'est une autre question, mais dans cette utilisation-là curative, dans une optique de simplicité, je ferai 1 gramme à renouveler, soit si vraiment le patient a saigné de façon cataclysmique, qu'on a entamé la transfusion massive, donc on refait 1 gramme, soit si on est au bout de 4 heures et que ça persiste encore. Merci. On a 3 minutes pour répondre aux questions en direct. Anne, la première. Bonjour, y a-t-il toujours l'indication... Ah non, c'était l'histoire de la transfusion. En dehors d'une femme en âge de procréer, on peut transfuser avec du sang O positif, même chez les patientes O négatives. C'est une bonne question. Je reviens sur ce que j'ai dit. Quand on n'a pas de groupe, et donc pas de RAI non plus, on commence la transfusion et en effet l'EFS va nous donner la plupart du temps du O positif et garder le O négatif pour la femme en âge de progrès. On n'a pas le groupe et en effet on va se retrouver avec du O+. Ce qui fait que ce O+, va être administré à des patients A, des patients B, des patients O, des patients AB avec un résus plus ou un résus moins. Donc oui, on peut le faire. Une fois qu'on a la carte de groupe, on va transfuser idéalement en isogroupe isorésus ou en isocompatible en fonction de ce que va nous donner l'EFS. Merci Anne. Tobias, 2 questions, je pense que tu vas pouvoir répondre très vite. Y a-t-il encore une place pour les gélatines ou les hydroxyéthylamidons dans le choc hémorragique? Non, à mon avis, il n'y a plus de place ni pour l'un ni pour l'autre, parce que vraiment on a suffisamment de recul maintenant, notamment sur la fonction rénale, donc c'est plus recommandé. Et y a-t-il toujours l'indication d'hypotension permissive pour faire baisser le saignement? Donc ça reste une grande controverse dans la communauté traumatologue, mais pour l'instant, oui, si on suit à la fois les recommandations françaises et européennes, oui, dans la première phase, tant qu'il n'y a pas de contrôle de l'hémostase, c'est recommandé de maintenir une hypotension permissive. Et alors, Alexandre, avant de passer à l'obstétrique, la dernière, faut-il réduire les doses d'acide tranexamique en cas d'insuffisance rénale? Ou est-ce qu'il est contre-indiqué? Alors je pense qu'on n'a pas la réponse définitive à cette question. Il y a 2 attitudes. La première, c'est de diviser les doses de moitié pour avoir un raisonnement simple. L'autre façon de faire, c'est de garder les mêmes doses bolus et de ne pas faire d'entretien. Moi, j'aime bien cette deuxième attitude. Il y a de très beaux travaux stéphanois, notamment, qui montrent sur la base de modèles pharmacologiques quelle est l'évolution de la concentration d'acide tranexamique plasmatique chez les insuffisants rénaux. Et en fait, finalement, avec une dose bolus, on arrive à peu près à des taux comparables. Et puis même chez les insuffisants rénaux sévères, il faut 8, 12, parfois 16 heures pour que le médicament soit complètement éliminé. Mais ce n'est pas non plus 4 jours. Donc je pense que c'est plus facile de retenir qu'on fait les doses bolus. Par contre, on ne fait pas d'entretien, notamment si la clairance est inférieure à 30. Et voilà, mais on peut largement justifier le fait de creuser la question. Il y a encore du travail, effectivement, chez les insuffisants rénaux pour ajuster au mieux les doses. Merci beaucoup.